Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur BlackRock? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, BlackRock a publié ses résultats financiers ici pour le quatrième trimestre 2022. Donc, c'est à peu près le résultat annuel ici au total. Donc, on vous dit à peu près ce qui s'est passé. N'oubliez pas, à l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo, d'accord, si vous êtes déjà inscrit sur la newsletter, vous allez recevoir sans doute mon analyse concernant le secteur ici de la gestion d'actifs. Ok, donc ne vous inquiétez pas, au moins ça vous permettra à peu près de vous donner une idée générale par rapport à ce qui se passe sur ce secteur en date d'aujourd'hui. Ok, ça fait toujours plaisir, un like, un abonnement, d'accord, et un commentaire, d'accord. Donc la newsletter, pour avoir accès à ce genre d'informations, à l'analyse sectorielle, c'est totalement gratuit. Le lien est dans la description de la vidéo pour la newsletter gratuite. Donc, on continue ici. Donc, j'ai lu les rapports financiers, d'accord, notamment le document de presse ici, parce que le 10Q n'est pas encore sorti, et le 10K, je ne pense pas qu'il soit déjà disponible. Donc, normalement, quand on parle de rapport annuel ici, ce qui m'intéresse, ce serait de regarder ici au niveau du annual report, sauf si je l'ai manqué. Oui, ça, c'est juste le proxy testament qui est présentement dehors, d'accord. Donc, c'est important de le lire également, le proxy, hein, parce que ça parle à peu près, c'est pas qu'on vous donne une idée générale de ce qui s'est passé, c'est surtout au niveau du management, le salaire, les concurrents, ce genre de choses-là, voter pour l'Assemblée générale et ce genre de choses. Donc ici, vous pouvez savoir à peu près si voilà, le management a atteint ses objectifs, quels sont les objectifs pour l'année prochaine, etc. On vous donne ici également les mentions pour savoir sur quoi vous devez voter. Donc par exemple, quand je regarde ici, j'aime bien aller regarder au niveau de compétitor, d'accord, ou bien compétiteur. Donc, on dit ici, exemple, on va s'arrêter 2 minutes. Je sais que ça ne fait pas partie de la vidéo ici, mais j'aime bien vous montrer des tips comme ça à chaque fois. Le salaire du management est adossé et correspond à peu près au salaire qu'il pourrait avoir dans une compagnie concurrente. D'accord? Donc, parfois, il y a des entreprises, au niveau des rapports annuels, vous donnent la liste de leurs concurrents. Mais d'autres entreprises ne le font pas. Mais toutes ces entreprises-là, en termes de salaire, elles n'ont pas le choix que d'adosser le salaire du management par rapport à ses concurrents. Par exemple, si je suis PDG ici de Stellantis, vous n'allez pas adosser mon salaire par rapport au salaire par exemple, du PDG de Walmart. C'est pas la même chose. Je vends des voitures, donc vous allez adosser mon salaire. Mon salaire doit correspondre à ce qui se passe dans mon industrie. D'accord? Donc, c'est-à-dire que par rapport aux entreprises comme Ford, comme Tesla, comme Toyota, etc. OK? Donc, ça peut être un bon tip ici pour savoir qui sont les concurrents de la compagnie. Parce que parfois, il faut avoir des bruits par rapport à ça. Donc, ici, c'est une compagnie qui vous dit ici que de MDCC with Assistant, donc bref, c'est une entreprise ici qui exerce ici dans le secteur ici de la gestion d'actifs. Toutes les entreprises qui sont ici ne sont pas dans la gestion d'actifs, mais on reconnaît T. Rowe Price. State Street également est là, Raymond James est là, Morgan Stanley est là, Northern Trust est là, Goldman Sachs est là, Franklin Resources est là, Bank of America est là, Charles Schwab est là, Ameriprise est là. D'accord? Il faut également mettre American Express dans une certaine mesure. Il y a également FIS. Très belle entreprise. Allez fouiller. On a analysé ADP dernièrement. En fait, je vais vous dire une chose. Toutes les entreprises qui sont ici, d'accord? Raymond James, je ne l'ai pas encore étudié. Je ne sais même pas si elle est cotée, d'accord? Mais si vous avez analysé, toutes les entreprises qui sont ici sont qualitatives. D'accord? Celles que j'aime présenter en primaire aussi, j'aime Visa, Mastercard, Fiserv. Et FIS, ADP également n'est pas mal. Donc, toutes les entreprises qui sont ici sont déjà qualitatives. Donc, vous qui voulez construire une watchlist ici, cette watchlist est déjà assez intéressante. Par exemple, ce n'est pas le cas ici, mais on regarde ici Fiserv, donc Financial Services, Fiserv. Regardez cette entreprise, on va la regarder en termes de marge ici. Ok, donc on prend ça, je vais juste prendre les marges EBITDA ici, EBITDA margin, donc vous pouvez regarder la courbe ici pour ceux que les courbes intéressent. Nous, ce qui nous intéresse, ce sont les marges et la stabilité et la croissance des revenus. Vous pouvez voir ici que c'est une entreprise qui a des EBITDA aux alentours de 36%, d'accord, ça c'est juste en termes d'EBITDA. Et si on prend ici les net income margin ici, on va mettre margin ici, donc net income margin ici, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient quoi? On obtient cette information-ci, donc ici ça a juste diminué, mais attention, il faut comparer avec les free cash flow, mais on est aux alentours de 16-15% par là, et encore, ça a comparé avec les free cash flow, ok? Donc si on compare les free cash flow et les net income, il faut vérifier si on parle le même langage, donc en vérifiant ça ici rapidement sur le même graphique, vous constatez que sur les dernières années, si les free cash flow sont plus élevés, mais encore il faut savoir pourquoi, mais ils ont tendance à être à peu près les mêmes, mais
c'est une entreprise à peu près stable, solide, qui ramène à peu près des marges assez conséquentes et qui a un certain pricing power. Fiserv, ok, très belle entreprise. On revient donc sur BlackRock. Donc, BlackRock, après la publication des résultats financiers ici, donc je lis ce document-ci, après ça on va revenir à peu près sur l'évaluation et voir si par rapport à la vidéo qu'on a faite dernièrement, la première et la seule vidéo sur BlackRock ici, d'accord, par rapport à l'évaluation, est-ce qu'on est à peu près sur la même tendance. Donc, le géant mondial de la gestion d'actifs BlackRock Inc. a fait état vendredi d'une baisse de 18% de son chiffre, de son bénéfice au quatrième trimestre, les turbulences sur les marchés financiers mondiaux ayant entraîné une baisse des revenus de commission et de l'encours sous gestion. Ok. Baisse de revenus de commission et d'encours sous gestion, il faut faire attention parce qu'ici, vous allez vous dire que non, parce que les encours sous gestion ici sont importants. BlackRock, sur la dernière analyse qu'on avait fait, était aux alentours de 10 milliards, mais en date d'aujourd'hui, on est à peu près à 8 milliards 900, quelque chose comme ça, si je ne me trompe pas, 8 milliards 600. Ok. En fait, les encours sous gestion varient par rapport à quoi? Premièrement, par rapport à l'état du marché, fluctuation de marché, et également par rapport aux apports ou bien aux retraits. Ok. Or, ici, la variation est essentiellement due aux variations du marché, ok, et non par rapport aux retraits. Au contraire, ils ont même plutôt eu des apports plus élevés que les retraits, donc plus de 300 millions d'apports. Donc, ils ont un net apport de 300 milliards, d'accord? C'est ça qui est important. Parce que par rapport à ça, nos frais sont calculés par rapport à la taille des actifs ici, ok? Donc, les commissions ici sont plus élevées par rapport aux encours sous gestion, ok? Au cours des 3 mois clos le 31 décembre, le numéro 1 mondial de la gestion d'actifs a réalisé sur une base ajustée un bénéfice de 1,36 milliard de dollars, soit 1,26 milliard d'euros ici, soit 8,93 euros par action contre 1,65 milliard de dollars un an plus tôt. Pourquoi est-ce qu'un an plus tôt on avait des revenus plus élevés? N'oubliez pas. Remettre les choses dans leur contexte. Il faut toujours remettre les choses dans leur contexte. C'est important. En 2020 ici, qu'est-ce qui s'est passé? Les marchés étaient tout feu, tout flamme, ok? Il y a eu des nouveaux apports, etc. Et qu'est-ce que vous avez observé pendant cette période-là? Vous avez observé ici que les marges étaient plus élevées. Vous voyez ce genre de... Bon, vous voyez à peu près... on a eu des revenus de plus en plus élevés par rapport à ce qu'on avait d'habitude, ok? Donc, vous pouvez également le voir ici par rapport au free cash flow. N'oubliez pas, ok? C'est par rapport à la période. Donc, on allait avoir tendance à diminuer un tout petit peu ralentissement, ok? On ne s'attendait pas mieux que 2020 ici, ok? On savait qu'il allait avoir un ralentissement. Déjà, sur la première vidéo, on l'avait déjà mentionné. Et c'est la même chose avec T. Rowe Price, ok? Donc, on continue ici par rapport à cet article-ci. Les analystes avaient prévu une moyenne de bénéfice de 8,11 ici par action selon les données IBES. Les actifs sous gestion s'élevaient à 8 590 milliards de dollars à la fin du trimestre, en baisse par rapport à un peu plus de 10 000 milliards de dollars donc enregistrés un an plus tôt, mais en hausse comparée aux 7 960 milliards de dollars enregistrés à la fin du troisième trimestre. Les marchés financiers ont été chahutés l'an dernier par une hausse accélérée des taux d'intérêt des grandes banques centrales et par la crainte de récession mondiale, ce qui affecte directement l'activité de BlackRock qui tire la majeure partie de ses revenus des commissions sur les services de conseil en investissement et d'administration. Son chiffre d'affaires annuel a baissé de 8% en 2022, principalement en raison de l'impact de la baisse significative des marchés et de l'appréciation du dollar sur les actifs moyens sous gestion et la baisse des frais de gestion, a expliqué le groupe dans un communiqué. Donc, BlackRock a enregistré 146 milliards de dollars d'entrées nettes à long terme au quatrième trimestre. Pour l'ensemble de l'année, la collecte atteint plus de 300 milliards de dollars. Donc, le plus important ici, gardez l'œil sur la collecte. OK? À court terme, il y aura tendance à avoir des variations pareilles. C'est normal. D'accord? Ici, sur BlackRock, il faut regarder plus loin que ça. OK? Sur 2-3 ans, si le marché souffre, BlackRock va souffrir. Ça peut représenter une opportunité d'investissement supplémentaire. Ça ne sera pas la première fois. Donc, est-ce que les marges baissent généralement en période difficile? Vous avez vu ici que 2007-2008, oui, on peut avoir une baisse des marges ici. D'accord? Mais ça ne veut pas dire que c'est la fin du game ou bien on va rester à ce niveau-là. Vous pouvez également constater qu'on a des marges assez élevées, comme ici, d'accord, sur cette période-ci. Donc, peut-être qu'entre-temps, on a su développer un certain pricing power. Mais attention, le pricing power, il est surtout généralement au niveau des services supplémentaires ici, parce qu'au niveau des actifs sous gestion, on a tendance ici à diminuer ici les frais liés aux actifs sous gestion, d'accord, pour pouvoir attirer plus d'actifs sous gestion, ok, c'est le but du game. Et c'est ça qui me permet de dire, je ne sais pas pourquoi Amundi a des frais d'actifs sous gestion aussi élevés.
j'ai regardé les frais d'actifs sous gestion, c'est... Si BlackRock essaye de faire concurrence à Amundi en France, je ne sais pas si c'est déjà le cas. S'ils ont le droit d'avoir, si vous pouvez acheter des éléments PEA à partir de BlackRock ici, il y aura de fortes chances que Amundi souffre un tout petit peu par rapport à la concurrence. Donc, à l'international également, j'espère qu'ils vont pouvoir s'ajuster. Donc, BlackRock continue à être dominant au prix actuel. Est-ce que ma valorisation sur BlackRock va changer? Je dirais que non. Je pense que par rapport à la précédente vidéo ici, il n'y aura pas grand changement. Il n'y a pas vraiment grand chose à ajouter. D'accord? Il n'y a rien à ajouter ici. Donc, je dirais, cette entreprise est correctement évaluée. OK? Ce n'est pas une opportunité d'investissement extraordinaire. Donc, je dirais, voilà, pour quelqu'un qui investirait sur BlackRock en date d'aujourd'hui, voilà, ça va dépendre de la croissance, etc. Mais vous voyez que la croissance ici tend à ralentir sur les dernières années. On est aux alentours de 5%. C'est presque une compagnie mature ici, OK? Donc, ça serait une petite croissance ici, voilà, assez correcte, d'accord, pour les années à venir. Mais attention, on aimerait l'acheter avec une décote supplémentaire. Ceux qui l'ont acheté à 500, 600 dollars ici, vous avez eu du nez. C'est une bonne chose. C'était un bon prix. Donc, on espère qu'en période difficile, le prix aille plus bas que ça, OK? Moi, en date d'aujourd'hui, je dirais, si vous voulez l'acheter en date d'aujourd'hui, voilà, c'est pas un prix extraordinaire non plus, mais on ne sait jamais ce que l'avenir nous réserve. Mais au moins, on sait qu'on ne s'attend pas à grand-chose, ok? S'il y a surprise, tant mieux, mais toujours regarder les alternatives. Peut-être regarder au niveau de T. Rowe Price, d'accord? Ça peut être intéressant à ce niveau-là. De toutes les façons, je vous enverrai la newsletter ici, sur la newsletter, les informations liées ici au secteur, ici la gestion d'actifs. N'hésitez pas à lire, d'accord? Si vous avez des informations, voilà, ça pourrait vous intéresser ici par rapport à vos investissements dans les prochaines années par rapport sur ce genre d'entreprise. Donc, T. Rowe Price est peut-être plus intéressant que BlackRock en date d'aujourd'hui, ok? Mais T. Rowe Price, voilà, faut également, c'est pas toujours aussi simple qu'on le croit quand on regarde les choses comme ça, d'accord? Donc, moi, à mon avis, je continue à rester positif sur BlackRock. C'est une très belle entreprise. Quelqu'un qui l'achète aujourd'hui ne surpaye réellement pas du tout, sauf surprise extraordinaire. Vu que l'avenir est généralement incertain, posons-nous la question. Dans un monde, voilà, extrêmement pessimiste, est-ce que BlackRock pourrait disparaître? Il y a de fortes chances que la réponse soit non. OK? Mais ça ne veut pas dire parce que la réponse est non qu'on ne doit pas aller fouiller un tout petit peu dans les rapports financiers. D'accord? Allez-y, fouiller un tout petit peu. Surtout, essayez de regarder, surtout si elle essaye de se diversifier en dehors de ses actifs, des frais liés ici, des commissions liées aux actifs sous gestion. OK? Je sais ici qu'il y a le logiciel Aladdin, etc. Combien est-ce que ça rapporte, etc. Est-ce qu'ils publient même les résultats financiers de ce segment-là, qui est à peu près leur segment ici, enfin, je ne dirais pas IT, mais information liée c'est de l'information financière. OK? Ça peut être un segment qui marge énormément et qui peut avoir des revenus assez récurrents. OK? Donc, BlackRock continue avec une belle entreprise. Au prix actuel, c'est juste correct, rien d'extraordinaire, mais on ne dira jamais que c'est une entreprise surévaluée en date d'aujourd'hui, sauf, d'accord, si l'entreprise commence à être extrêmement mal gérée. Ceci n'est que mon point de vue. Un like, un abonnement, ça fait toujours plaisir. Et n'oubliez pas la newsletter, le lien dans la description de la vidéo, parce que vous allez recevoir tantôt l'information concernant le secteur ici, l'analyse sectorielle ici, la gestion d'actifs. Pour ceux que ça intéresse d'aller plus loin également, nous avons la newsletter premium ici. Donc, vous pouvez également aller regarder ce que ça comporte. Mais on en reparlera dans les jours à venir parce qu'il y a quelques surprises qui arrivent. De toutes les façons, on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Merci.